Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Les préparatifs du 9e congrès panafricain de Lomé. À l'approche de ce rendez-vous prévu cette année, une conférence régionale pour l'Afrique de l'Ouest s'ouvre ce 14 mars à Bamako. Un rendez-vous préparatoire axé sur le thème diaspora, afro-descendants et développement. Une pétition pour soutenir la candidature du président ivoirien Alassane Ouattara en vue de la présidentielle. C'est la démarche initiée par l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025. Le chef de l'État sortant est ainsi appelé par les signataires à briguer un 4e mandat. Et puis le Maroc achemine de l'aide humanitaire à Gaza par voie terrestre. 40 tonnes d'aide humanitaire ont été annoncées à l'heure où la situation est critique. L'ONU redoute une famine généralisée au sein du territoire palestinien. Une conférence pour revitaliser le panafricanisme, c'est tout l'enjeu du 9e congrès panafricain qui se tiendra cette année à Lomé. Pour préparer cet événement prévu à partir d'octobre, le Mali abrite dès ce jeudi une conférence régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Parmi les participants, des universitaires, des historiens ou encore des ministres. Diaspora, afro-descendants et développement seront au cœur des réflexions. Nous retrouvons sur place notre correspondant Lefty Ounou. Riches en compétences diversifiées et en ressources financières, les membres de la diaspora peuvent participer au progrès de leur communauté d'origine. Selon les données de la Banque mondiale, les envois de fonds de migrants vers leur pays d'origine en Afrique subsaharienne ont atteint 53 milliards de dollars en 2022. Fort de ce potentiel, l'Afrique œuvre à mobiliser la diaspora et les afro-descendants autour des défis de développement. C'est dans ce cadre que la ville de Bamako, au Mali, accueille du 14 au 15 mars 2024 la 2e conférence régionale préparatoire de la région Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain de Lomé, prévu du 29 octobre au 2 novembre 2024. La conférence de Bamako se tient sous le thème « Diaspora, afro-descendants et développement ». L'enjeu essentiel de la rencontre de Bamako, c'est de pouvoir alimenter en réflexion, en contribution, en recommandation la conférence, le congrès panafricain, mais sur cette thématique en particulier. Ce que nous souhaitons, c'est regrouper en 2 thématiques majeures. La première, c'est celle de la réflexion autour de l'organisation qu'il faudra mettre en place pour fédérer les diasporas, les afro-descendants qui sont un peu partout dans le monde, comment ils peuvent jeter les ponts entre eux, comment ils peuvent constituer une organisation, une structure ou une force pour pouvoir peser sur les enjeux politiques, géopolitiques et faire en sorte que l'Afrique puisse compter. La conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest de Bamako fait suite à celle de la région Afrique australe des 4 et 5 décembre 2023 sur le thème panafricanisme, sciences, savoir et technologie. 4 autres conférences sont attendues au Brésil, au Maroc, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. En organisant ces assises, le Mali entend mettre en œuvre pleinement son leadership panafricain pour la réussite du congrès de Lomé. Les derniers mois que nous avons traversés ou les dernières années, le Mali a bénéficié d'une sympathie extraordinaire des Africains, des Panafricains, des gens de la diaspora, des Afro-descendants, qu'aujourd'hui, en retour, le Mali puisse servir de ce cadre d'inspiration pour que ceux-ci se retrouvent ici. Nous pensons que c'est très humblement que c'est vraiment une marque d'attention pour notre pays. Les travaux de la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest seront clôturés par un rapport suivi de la déclaration de Bamako. Depuis Bamako au Mali, Marcel Kouassi, Lefty Ounou pour Africa 24. L'actualité, c'est aussi ce revers judiciaire pour l'opposante rwandaise Victoire Ingabire. Elle ne pourra pas se présenter à la présidentielle du 15 juillet prochain. Sa demande de restauration des droits civiques a été refusée ce mercredi par la Haute Cour de Nyamirambo, des droits dont elle avait été privée après sa condamnation en 2013. Victoire Ingabire avait écopé d'une peine de 15 ans de prison pour minimisation du génocide de 1994.
notamment. L'opposante avait ensuite bénéficié d'une grâce présidentielle en 2018. Avec cette décision de justice qu'elle qualifie de politisée, la figure de l'opposition ne pourra donc se mesurer au président sortant, Paul Kagame, dans la course à la présidentielle, le chef de l'État qui brigue un 4e mandat. En Côte d'Ivoire, les partis politiques sont déjà engagés dans la course à la présidentielle. À l'approche de ce scrutin prévu en 2025, les partisans du président sortant Alassane Ouattara s'activent. Ce 12 mars, une pétition a été lancée par l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025. Objectif, recueillir 4 millions de signatures. Les précisions de Philippe Acquois. 4 millions de signatures pour une candidature du président Alassane Ouattara. C'est l'objectif du projet de pétition lancé le 12 mars 2024 par l'Union des leaders pour la candidature d'Ado, ULC Ado 2025. L'opération lancée vise à accorder en 2025 un nouveau mandat au président de la République Alassane Ouattara afin qu'il poursuive la mise en œuvre de sa vision d'une Côte d'Ivoire stable et prospère. Il est vrai que le président de la République a souhaité vraiment que la classe politique puisse se renouveler. Mais vous savez, en politique, il n'y a jamais de temps pour pouvoir renouveler une classe politique. Et pour que cette classe politique vraiment soit bien renouvelée, il faut qu'il y ait des acteurs du renouvellement vraiment qui continuent à faire le travail pour ne pas que ce renouvellement de la classe politique vraiment puisse buter sur autre chose. À quelques 17 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les formations politiques de l'opposition s'activent également pour une mobilisation des Ivoiriens derrière leurs champions. Du côté du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État, radié des listes électorales à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne, a été désigné pour briguer la présidentielle en 2025. C'est central par la voix du président exécutif à proposer ma candidature pour 2025. 2 fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvé décourageantes, ont trouvé ambiguës. Donc, l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. Les partis politiques ivoiriens, notamment les 3 principales formations que sont le PDCI-RDA, le RHDP et le PPACI, sont en pleine mobilisation. En cas de candidature, Alassane Ouattara se prépare à lancer une campagne présidentielle pour briguer un 4e mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire. La situation humanitaire ne cesse de se détériorer dans la bande de Gaza. Selon l'ONU, 2,2 millions de personnes sont menacées de famine. Face à l'urgence de la situation, le Maroc a envoyé ce mardi 40 tonnes d'aide humanitaire à destination du territoire palestinien. Un territoire toujours sous blocus total imposé par Israël en représailles aux attaques du Hamas. Paul-Marcel Mayagui et Ruth Mussy. Le Maroc se joint aux efforts internationaux d'assistance humanitaire à la bande de Gaza en fournissant des vivres et des matériels. Coïncidant avec le début du Ramadan, l'opération humanitaire déployée en application des très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI au profit des populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d'Al-Quds participe à l'apaisement des souffrances des populations palestiniennes et notamment les catégories les plus vulnérables. La bande de Gaza vit un drame et une catastrophe humanitaire d'envergure dans un contexte marqué par la guerre et le blocus imposé à ce territoire. Nous saluons hautement ce geste noble, une initiative reconnue à Sa Majesté le roi Mohamed VI, une initiative de soutien à nos proches bloqués dans la bande de Gaza. Selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, l'aide ordonnée par le souverain pour la population de Gaza est composée de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires, y compris des produits de première nécessité. Une aide alimentaire sera aussi apportée aux populations de la ville d'Al-Quds-Est. En effet, 2000 paniers alimentaires bénéficiant à 2000 familles, marques d'ici, seront distribués et 1000 repas seront servis quotidiennement en faveur des Palestiniens de cette ville. Les autorités marocaines annoncent la mise à disposition de l'hôpital de Jérusalem d'une salle de coordination des urgences. L'initiative du Maroc rejoint les appels de l'ONU à soutenir la population palestinienne en ce mois de Ramadan. Bien que le Ramadan ait commencé, les tueries, les bombardements et les effusions de sang se poursuivent à Gaza.
Nous sommes récemment entrés dans les 6 mois qui ont suivi les attaques terroristes du Hamas en Israël et l'assaut d'Israël à Gaza. Mon appel le plus fort aujourd'hui est d'honorer l'esprit du Ramadan en faisant taire les armes et en éliminant tous les obstacles afin de garantir l'acheminement massif de l'aide vitale à la vitesse et à l'échelle requise. Cette aide humanitaire acheminée par voie terrestre jusqu'à Gaza fait du Maroc le premier pays à opérer cette percée exceptionnelle depuis le déclenchement des hostilités armées le 7 octobre 2023. Jusqu'à maintenant, les aides destinées aux Gazaouis passaient soit par l'Égypte via le passage de Rafah, soit elles étaient larguées depuis les avions. La voie terrestre a été ouverte à Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, en raison de son poids, de sa place, de son aura, de son autorité morale et de sa crédibilité. L'aide ordonnée par Sa Majesté le roi s'inscrit dans une longue tradition de solidarité active avec la Palestine et dans la continuité de la sollicitude royale envers le peuple palestinien. Le système commun de gestion des finances se concrétise entre la Centrafrique et le Tchad. Les ministres des Finances des deux États ont formalisé ce lundi son implémentation. Elle intervient près de 2 mois après la signature d'un mémorandum d'entente. Objectif, favoriser le partage d'expertise entre les deux voisins dans la perspective de renforcer le développement socio-économique. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Le Tchad et la RCA renforcent leur coopération économique et financière en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Les ministères en charge des finances des deux États ont formalisé l'implantation d'un système commun de gestion des finances ce lundi 11 mars 2024. Cette procédure intervient après la signature en janvier 2024 d'un mémorandum d'entente entre le Tchad et la RCA pour l'échange d'expériences, d'expertise et de compétences. Il a été question que nous puissions nous déterminer et pour formaliser davantage et rendre cela plus durable et plus pérenne. Nous avons 2 ministères qui, sur beaucoup d'aspects, travaillent sur des textes qui sont similaires, que ce soit les directives CEMA, que ce soit les règles en matière de comptabilité, de finances publiques. Nous sommes tous les deux soumis aux mêmes obligations en termes de règles de convergence multilatérale dans le cadre de la CEMAC. Le Tchad et la RCA sont tous deux des membres de la CEMAC et sont soumis aux mêmes obligations, des règles des convergences économiques et financières de la sous-région d'Afrique centrale, les partages d'informations financières, l'application des règles communes en matière de gestion des finances et l'utilisation de mêmes systèmes intégrés de gestion permettant aux deux pays de renforcer leur coopération dans le cadre de l'intégration économique communautaire. Et quand nous parlons de digitalisation, évidemment que les administrations financières sont au cœur des dispositifs de digitalisation, puisqu'il s'agit de pouvoir changer notre manière de travailler, améliorer nos procédures et nos processus afin de pouvoir améliorer la collecte des revenus, améliorer et optimiser les dépenses publiques, évidemment dans l'orientation qui est le bien-être de nos populations respectives. Les deux pays comptent aussi harmoniser progressivement leur système de dématérialisation des procédures douanières pour faciliter les transferts transfrontaliers des marchandises. Une initiative encouragée par les opérateurs économiques et les transitaires centrafricains et tchadiens qui estiment que cette décision renforce l'intégration intercommunautaire dans le domaine de commerce. Plus de 40 ans de présidence racontés à travers un documentaire. C'est l'ambitieux projet réalisé par Cathy Meba et Solange Edimo qui ont voulu retracer le parcours du président camerounais Paul Biya. Un documentaire diffusé ce 10 mars au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour l'occasion, acteurs politiques et cinéphiles ont fait le déplacement. Reportage de notre correspondant Séverin Douke. Produit et réalisé par le duo Cathy Meba et Solange Edimo, le film documentaire intitulé « Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux » retrace le parcours d'un dirigeant qui a marqué le Cameroun depuis son accession au pouvoir. Pour les jeunes lycéens à l'initiative de ce film, le président Paul Biya est un héros.
L'avant-première de ce long métrage documentaire, qui a réuni les acteurs politiques et économiques, a été diffusée le 10 mars 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous ne pouvons pas parler de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Alors il est de bon ton de présenter l'image réelle et les œuvres réelles que le président, le chef de l'État accomplit chaque jour, parce que beaucoup sont dans l'ignorance. Et c'est quand on est ignorant que l'on se retrouve manipulé et en proie à beaucoup d'autres vents. Ça m'a permis d'avoir une image du chef de l'État que certes je soupçonnais, mais qui a été confirmée. Le film de 1h29 révisite les 40 années de magistrature de Paul Biya, mêlant témoignages, histoires vécues, fiction, un voyage à travers les grandes réalisations, les victoires, épreuves endurées et écueils par lesquels est passé le président de la République du Cameroun et ses concitoyens. Un hommage bien mérité de la vie de ce haut cadre de l'administration. Je trouve ça formidable. Ça donne confiance parce que la jeunesse, cette jeunesse-là a compris mieux que la nôtre, celle de 90. Nous, on était de l'époque de 90 et on était plus parmi les casseurs. Vous allez parmi ceux qui n'avaient pas compris. Alors je vois cette jeunesse dynamique, patriotique, qui comprend les véritables réalisations du chef d'État et qui mesure les difficultés qu'un chef a à redresser, n'est-ce pas, la barque. Arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982, le président Paul Biya a su faire face à divers défis, à l'instar des crises économiques des années 90 qui ont abouti à la dévalorisation du franc CFA, mais aussi la crise socio-économique dans les régions dites anglophones ou encore la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord. Le président Paul Biya a aussi promu la démocratie au Cameroun en élargissant le champ des libertés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.